Allô! Bienvenue à Crime de Bin. Je suis Hélène et je suis avec Mélanie! On est encore là pour vous raconter des histoires de true crime, donc de tueurs en série, de meurtres. Et comme au début de chaque épisode, on tient à spécifier encore qu'on est simplement deux copines qui aiment se raconter des histoires de tueurs en série, de tout. On travaille pas dans ce domaine-là, on n'est pas des enquêteurs professionnels. C'est des histoires qu'on recherche sur Internet et qu'on trouve assez intéressantes et pertinentes pour vous raconter. Alors voilà, prendre ça en compte. Qu'est-ce que tu me racontes cette semaine? Ben là, c'est un peu différent mon histoire. OK. C'est pas un tueur en série, mais il y a des morts, inquiète-toi pas. Je m'inquiétais, t'as vu mes yeux. Puis, vu que je suis la pro des meurtres dans les Laurentides, évidemment, mon histoire commence et se termine dans les Laurentides. Ok. Mais entre-temps, on va international. OK. Ouais. Mais c'est pas un tueur en série. Non. OK, mon Dieu, tu C'est m'intrigues. l'histoire d'une secte qui s'appelle l'Ordre du Temple solaire. OK, je n'ai jamais entendu parler. Tu vas capoter. OK. Mon Dieu, je suis donc bien prête. OK, vas-y. OK. Bon, j'ai basé beaucoup de mes informations sur une série qui s'appelle Crime occulte. OK. Qui ont fait un épisode là-dessus. Sinon, bon vieux Wikipédia, Bizarrepédia. Bizarrepédia. Bizarrepédia, Ok. je trouvais ça drôle, tu sais, après Murderpedia. Ben oui. Alors, l'histoire du Temple solaire. Tout ça commence dans les Laurentides, à Morin Heights. Classique. Ouais. Ah, Morn Heights. Ouais, Morin Heights, le 4 octobre 1994. OK. À 8h30 du matin, les pompiers sont appelés parce qu'il y a un incendie dans un chalet. Alors, ils arrivent sur les lieux, ils réussissent à maîtriser l'incendie. Ils rentrent à l'intérieur et là, ils voient dans la chambre, sur le lit, il y a 2 corps calcinés. Ah. Mais les corps, tu sais, il y a pas à première vue, il n'y a pas de traces de violence. Tu sais, les 2 corps sont vraiment comme étendus, paisibles sur le lit. Donc, à première vue, on pense à un suicide. Tu sais, probablement ils trouvent des médicaments pas loin, probablement qu'ils se sont drogués, puis qu'ils se sont suicidés comme ça. Et c'était les corps de Colette et Jerry Genoux, un couple d'origine suisse. OK. OK. Ouais. Et là, dans les 2 chalets adjacents, ils fouillent, puis ils trouvent qu'il y a des dispositifs de mise à feu, mais qui n'ont pas fonctionné. Donc, normalement, il y a 3 chalets qui auraient dû flamber, Ouais. mais il y en a juste un que le dispositif a marché. OK. Et là, ce qui met la puce à l'oreille des policiers, c'est que les propriétaires de ces chalets-là, c'est un certain Joe DiMambro, Dominique Bellaton et Luc Jouret, qui sont connus pour être des membres de la secte de l'Ordre du Temple solaire. OK. Et là, au même moment, alors que les policiers commencent à enquêter cette scène-là, en Suisse, il y a 2 chalets qui appartiennent aussi à Joe DiMambro et Luc Jouret qui sont en feu, à 2 villes différentes en Suisse. Alors là, les policiers se disent, OK, là, c'est pas... Il y a quelque chose de plus là-dedans, là. C'est peut-être pas juste un simple suicide, tu sais, on Pas une va coïncidence. regarder. Ouais, on va regarder. Et là, dans la salle de séjour, ils trouvent des traces de sang, en fouillant un peu plus. Et là, ils attendent la tombée du jour pour faire des tests au luminol. Et là, quand ils allument avec le luminol, là, ils voient qu'il y a du sang partout dans la salle de séjour. Okay. Alors là, ils font comme, mais là, les corps qu'on a trouvés sur le lit, il n'y avait pas de traces de violence, là. Fait que le sang, il vient pas de eux. Fait que là, les corps, ils sont où? Parce que clairement, il y a eu un meurtre ici, tu sais. Il y a assez de sang pour faire comme, il y a quelqu'un qui a été tué, là. Fait que là, ils fouillent, et là, ils trouvent, comme en dessous d'un escalier, il y avait plein de boîtes de carton devant. Puis là, ils tassent les boîtes, puis là, ils ouvrent comme une petite trappe, et ils trouvent 3 corps. 3? 3 corps. Une femme, un homme et un bébé. Un bébé? Un bébé de quelques mois à peine. Oh mon Dieu. Les 3 ont été poignardés sauvagement. Le Puis, bébé! Même le bébé, puis le bébé, même, il y avait un pieu, genre, à côté du cœur. Oh mon Dieu. Sorry, mes amis, maman. Ah non, c'est pas mal le seul bout de OK. de bébé. Alors là, c'est ce qu'ils trouvent à Morin Heights au Québec. Là, on s'en va en Suisse, parce que là, pendant ce temps-là, il y a des chalets qui brûlent. À Salvan et à Chéry, en Suisse. Donc, deux villes différentes. Alors là, les pompiers de Chéry finissent par éteindre le feu et rentrer dans la propriété, qui était une espèce de grange ferme
dans le village. Et là, ils trouvent directement en entrant le corps d'un monsieur Jacques Binot, qui était probablement mort depuis comme 2 jours. Mais là, ils remarquent qu'il y a les effets personnels de plusieurs personnes, là, genre des manteaux, des souliers, puis sont comme, mais sont où? Sont où? Tu sais, il y a clairement plus de personnes qui étaient ici. Clairement. Fait que là, ils se mettent à fouiller. Oh non, ils trouvent pas les corps encore. Pas vrai? Ils trouvent... Oh non! Derrière une paroi, genre, il faut faire glisser le mur, c'est comme un mur caché, genre une paroi cachée. Ils ouvrent ça, ils descendent dans un sous-sol, et là... Ah, c'est comme dans les films d'horreur, mon Dieu! Et là, scène d'horreur, ils trouvent 22 cadavres. Oh! 22! 22 cadavres. Ils avaient tous un sac de plastique sur la tête. Ils avaient tous une ou plusieurs balles dans la tête. Et plus tard, les tests montreront qu'ils avaient été drogués. Certaines victimes avaient les poignets attachés. Et ils étaient tous revêtus de genre de capes rituelles, blanches, noires, dorées. Puis ça va être selon leur ordre dans la secte, là. Dieu. Qui étaient toutes comme en habits, genre de secte bizarre. Ça veut dire que les 22 personnes faisaient partie de la secte. Ouais. Oh, et là, à Salvan, l'autre ville où il y a un chalet qui brûle, ils retrouvent un autre 25 corps. Oh, j'ai mal au cœur. C'est capoté. Et la scène de crime est vraiment semblable. Sac sur la tête, balle dans la tête, en habit de cérémonie. Donc en tout, dans une nuit, il y a eu 53 morts, en comptant ceux à Morin Heights et en Suisse. Oh mon Dieu. OK. Alors, ça commence ici. C'est ce qu'on appelle le premier massacre. Le premier? Oui. OK. De l'ordre du Temple solaire. Oh, c'est le pire. En 94. Ouais. Alors ici, bon, tu sais, les policiers, bon, ils pensent à un suicide collectif, mais en même temps, la scène de crime laisse croire qu'il y en a certains qui étaient peut-être pas si partants pour se suicider. Là, il y en a qui avaient les poignets attachés, une balle dans la tête. Il reste un mystère de... En plus de la drogue, plus le sac, plus... Fait que, tu sais, il y en a combien qui étaient volontaires, puis d'autres qui pas, tu sais. Fait que c'est comme... Mais en plus, il y avait 2 corps. Dans la première maison que tu disais, il y avait 2 corps sur un lit qui avaient été calcinés. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Okay. Ouais, ça, je vais... je vais te donner plus d'informations plus tard. Okay. Là, on va sortir de ça, puis je vais parler de la secte un peu pour qu'on comprenne comment ça en est arrivé, là. C'est quoi le nom, déjà? L'Ordre du Temple solaire. L'Ordre du Temple solaire. Si tu le mets au cours, c'est OTS, là. OTS. Ouais. OK. Alors, l'Ordre du Temple solaire, de qu'est-ce que c'est? C'est selon Wikipédia, je te lis la définition, c'est bon. Un ordre international chevaleresque de tradition solaire, qui est un groupe ésotérique néo-templier fondé en 1984 à Genève par Luc Jouret et Joe DiMambro. Donc, leurs idéaux sont basés sur les chevaliers templiers. Donc, leurs activités, c'est un mélange de jeune christianisme et de rituels francs-maçons, chevaliers templiers. Parce que dans le fond, les chevaliers templiers, là, c'était un ordre dans le temps des croisades, là, genre médiévales, qui était... Donc, dans le fond, c'était une armée du christianisme. Dans le fond, c'était une armée religieuse qui allait combattre l'ennemi pour le christianisme, pendant le temps des croisades. Fait que les chevaliers templiers, c'était ça. Puis, plus tard, après ça, dans l'histoire, à un moment donné, le roi était comme, mettons, en Europe, il voulait plus que les Templiers existent parce que là, il était rendu comme hors de contrôle. T'as des fanatiques religieux armés qui tuent du monde. Fait qu'à un moment donné, les cours d'Europe se sont mis à tuer les Templiers, puis les Templiers ont dû se cacher. Fait que t'as comme toute l'espèce de... Est-ce que tu savais tout ça avant? Ben, j'en avais déjà entendu parler des Templiers, fait que là, en lisant ça, j'étais allée juste revérifier c'était quoi, là, mais ouais. Fait qu'il reste comme le mystère des Templiers, qu'il y en a qui se sont cachés, puis qui ont continué à exister secrètement pendant des années parce que sinon ils se faisaient tuer. Fait qu'il y a comme cette espèce de background aux Templiers, qui est... Mystérieux. Ouais, mystérieux. Donc eux, ils font ça. Alors là, les chefs, donc je les ai nommés. Il y a Joseph DiMambro, connu comme Joe DiMambro, qui est né en France en 1924. C'était un bijoutier et escroc. Donc, il a fait de la prison pour escroquerie. Et, un gros méchant. Et dès les années 50, il commence à pratiquer le spiritisme, ésotérisme et tout. Puis en fait, avant l'OTS, lui, il était dans une autre secte qui s'appelait The Golden Way. Okay.
Et dans l'émission que j'ai écoutée, Crime occulte, il le décrivait, citation, « ayant peu d'instruction et un physique ingrat. » OK. Mais lui, c'était vraiment comme le cerveau de la secte. Puis bon, il devait avoir un charisme exceptionnel parce que malgré son physique ingrat et son manque d'instruction, ben, il recrutait quand même des gens. Tu sais, lui, il faisait beaucoup des conférences sur le yoga, le développement personnel. C'est genre une personnalité publique-ish. Ouais, genre OK. conférencier. Et en plus, ça veut dire 1924, ça veut dire qu'en 94, il y avait 70 ans. Ouais, il était vieux, hein? Ouais? Ouais. OK. Ouais. Puis l'autre, c'est Luc Jouret. Lui, c'était un médecin homéopathe. Ah. Lol. Les médecins vont rire de ça. Donc, il est médecin, mais il s'intéresse à des thérapies alternatives, genre des trucs de guérisseurs à main nue des Philippines. Il était bien... Puis lui, apparemment, que lui, il parlait... il savait bien parler, là, c'était vraiment un bon conférencier. Puis lui, il avait un physique moins ingrat, donc apparemment qu'il était plutôt beau. Donc lui, c'était vraiment comme la vitrine de la secte. Puis Joe, il était plus derrière comme la tête. OK. Puis lui aussi, il était dans une autre secte avant qui s'était fait expulser. Fait que là, il a rencontré Joe, puis ils se sont trouvés. C'est quand tu te fais expulser d'une secte. Oh mon Dieu. OK. Fait que ça, c'est les chefs de la secte. Alors, les croyances de la secte, là, en gros, les membres étaient brainwashés à croire que Dimambro était la réincarnation d'un membre des chevaliers templiers du 14e siècle. OK. Puis, en fait, entre autres, tout le monde dans la secte était supposé être la réincarnation de quelqu'un de connu. Tout le monde? Ouais. Fait que, mettons, toi, je pense que t'es la réincarnation de Marilyn Monroe, tu sais. Obviously. Obviously. Et aussi, il disait que sa fille Emmanuelle était l'enfant cosmique et que les maîtres spirituels qu'il devait rejoindre étaient sur une étoile nommée Sirius. Okay. Et qu'il devait faire le transit vers Sirius pour avoir un éveil intellectuel de l'humanité. Un éveil intellectuel de l'humanité. OK. Sounds good. Hein? Je tenais à le répéter. Mais là, tu sais, moi, les sectes, c'est tellement comme... C'est tellement bizarre de penser, tu sais, tu lis ça, t'es comme, voyons, quelqu'un croirait ça, tu sais. Mais c'est parce que nous, c'est juste pas notre réalité, puis on est... Mais c'est ça, fait que là, tu sais, moi, je me suis demandé, mais tu sais, sûrement que ça doit pas commencer, genre, je te rencontre dans la rue, puis je te dis, hey, faut faire le transit vers Sirius pour aller voir les maîtres, tu sais, genre... Fait que là, moi, je me demande tout le temps, mais comment ça commence? Comment tu te fais embarquer là-dedans? Fait que là, j'ai essayé de trouver comme des témoignages. Puis là, j'ai trouvé un peu, tu sais... Fait que dans le fond, leur front, c'était vraiment comme des hippies, tu sais. Okay. Eux, ils étaient comme, hey, nous, on fait genre du développement personnel, du yoga, de la culture biologique. Donc, tu sais, vu qu'eux, ils parlent de la culture biologique, tu sais, il y a tout le lien avec le changement climatique, puis comme la fin, tu sais, eux, ils associent la fin du monde, tu sais, avec le changement climatique, puis tout ça. Fait que, tu sais, ils étaient quand même d'actualité, puis, tu sais, je comprends que, tu sais, quelqu'un peut être attiré par ça, là. Genre, moi-même, je suis un peu hippie, puis je fais du yoga, puis... Fait que là, dans le fond, ils recrutaient des gens, puis là, ils les amenaient comme... Ils étaient comme, « Hey, mais viens vivre dans notre communauté. » Tu sais, il y avait comme des gros domaines, des maisons, genre en France, en Suisse, au Québec. Il suffit de trouver quelqu'un que tu vois qui a ces intérêts-là, puis qui est un peu perdu. Qui est un peu perdu, c'est ça, qui cherche, tu sais, qui trouve pas sa place dans la communauté normale. Fait que là, il trouve cette communauté-là, puis il se sent bien là-dedans. Ben, c'est comme tous les tueurs en série dont on a parlé, que eux, comment ils recrutent leur petite fille, ou tu sais, comment ils trouvent quelqu'un qui est comme un peu tout seul. Puis... Ils sont faciles à spotter quand même. Fait que ça doit être le même principe. Fait que, puis c'est ça, il y a un témoin qui disait, tu sais, quand tu veux une autre vie, t'es prêt à accepter beaucoup de choses. C'est vrai. Fait que, tu sais, lui, mettons, il racontait son temps dans un domaine de la secte, là, tu sais, il habitait là comme plusieurs années. Fait que, tu sais, t'es bien, mais en même temps, t'acceptes des choses bizarres, dont, il disait, il y avait des miroirs partout. Ça, c'est bizarre. Okay. Jamais de repos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans les sectes, que les gens sont très fatigués, genre, tu les fais comme travailler beaucoup. Fait qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont mentalement épuisés. C'est ça. Ils sont physiquement, donc mentalement épuisés, donc ils n'ont pas le temps de penser à... Ils sont sur le mode automatique. C'est ça. Fait que, mettons... c'est intelligent. Tu sais, fait qu'ils les faisaient travailler comme à récolter les légumes, des céréales, tout ça, puis fait que eux, mettons, les gens normaux de la secte, ils avaient juste le droit de manger
des céréales puis des légumes qu'ils récoltaient, pendant que les chefs, ils allaient genre manger dans des bons restos puis qu'ils se gâtaient, Ah, ben oui! Puis aussi, comme dans la maison, mettons, il y avait plusieurs piscines, mais il y avait juste les chefs qui avaient le droit d'aller dedans, parce que, tu sais, genre, l'autre gars, ben, il avait pas une bonne énergie, tu sais, fait qu'il pouvait pas venir dans la piscine, hein, sinon l'eau allait être pleine de mauvaise énergie. Ah, mon Dieu, de l'eau de mauvaise énergie. Ah, je te dis. Écoute. Et sinon, genre, les couples devaient attendre 7 ans avant de se laisser, s'ils voulaient se laisser. 7 ans, c'était une bonne run, pareil. T'as le temps de changer d'avis, en tout cas. Son enfant prodige, là, Emmanuel, fallait que les gens ils restent à 7 mètres de distance d'elle. C'est leur chiffre, 7? Ouais, je sais pas, ouais, peut-être qu'il y avait quelque chose avec le 7. OK. Puis, il faisait aussi des voyages initiatiques, là, genre, il les amenait, mettons, des lieux de culte, là, mettons, il donnait l'exemple, un genre de, je sais plus c'était où, là, c'était un château en Europe où, justement, dans le temps médiéval, il y a comme des gens qui s'étaient suicidés, qui avaient fait un suicide collectif, là, genre, pis ça. Il allait visiter ces lieux-là, puis c'était comme, oh wow, c'était tellement héroïque, puis ça, c'est des bonnes énergies. Ouais, c'est ça, c'est plein de bonnes énergies ici, tu sais. Et évidemment, les membres devaient donner pas mal tout leur argent c'est ça que à la communauté, tu sais. Ah, bien sûr. Et donc, en c'est vrai, ça. Je suis frais. Sorry. C'est fâcheur. Donc, la hiérarchie dans l'ordre est vraiment absolue. Oh oui, puis il y avait un autre témoin aussi qui disait, tu sais, comme... Et c'est ça, ils jouaient aux chevaliers. Parce qu'il y avait leur cape, il y avait leur épée. Ah, sur eux en tout temps? Ben, pas tout le temps, mais quand ils faisaient les cérémonies, mettons, il y avait leur cape, leur épée, puis un des témoins, il était comme, tu sais, le petit garçon en moi, il tripait, là. Ben, c'est sûr. Puis il dit, je pense aujourd'hui, puis c'est complètement ridicule, là, mais tu sais, il y a comme quelque chose de le fun, puis genre, tu te sens comme preux chevalier, puis genre, tu veux y croire, tu sais. C'est un peu puissant avec l'épée, tu sais. Ouais. Puis là, fait que là, un des trucs, là, qui était comme spécial de ce secte-là, c'est qu'ils faisaient des genres de cérémonies où il y avait supposément des apparitions et des manifestations des maîtres ou d'objets surnaturels. Par exemple, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu les maîtres, ils ont vu le Saint Graal, ils ont vu l'épée d'Excalibur, ils ont vu les 12 apôtres et même le Christ. Épuisé. Alors que ça, c'était comme connu par certains membres de la secte, c'était toutes c'était tout du spectacle, dans le fond. Ben oui. Genre, Dimambro, c'est lui qui faisait la cérémonie. Son épée à lui, elle était, genre, électrifiée en arrière. Fait que ça faisait genre... Ça faisait des éclairs, tu sais. Puis il faisait, genre, des trucs d'éclairage, puis de son. Oh, mon Dieu. Mais tu sais, imagine, t'as pas dormi en... Ouais, c'est ça. T'as pas dormi, puis tu crois en Christ, là, tu sais. Oh, ça me fait de la peine, non, mais... Tu sais, à un moment donné, c'était genre la Vierge Marie qui apparaissait, mais dans le fond, c'était la blonde de Jody Mambro qui était sur un tabouret, là, pis tu sais... Fait qu'un un qui travaillait beaucoup à faire les effets spéciaux pour les cérémonies, c'était un certain Tony Dutoit. On va revenir à lui. Ah oui, puis à un moment donné, dans le fond, pour la naissance de son enfant prodige, dans le fond, il disait comme « Ah, pendant cette cérémonie, je vais mettre cette femme enceinte sans rapport sexuel. » Fait que là, il couchait genre l'épée sur son ventre, puis genre, tada, elle est enceinte. Mais tu sais, elle était déjà enceinte, là. Of course. Oh là là. Ça, c'était la naissance de son enfant prodige. Découragée. Et ça, c'était Jody Mambro. Puis tu sais, Luc Jouret, pendant ce temps-là, lui, il se voyait comme Jésus-Christ en personne. Rien de moins. Puis il était devenu vraiment obsédé par le sexe, puis il avait des relations sexuelles avant les cérémonies avec des membres de la secte, pour lui donner la force de faire la cérémonie. Les bonnes énergies. C'est genre, hey, à soir, j'ai besoin de ta femme, besoin de bonnes énergies. OK. Ouais. Ben ça, c'est typique des sectes, là, de toute façon, pour les leaders de coucher avec tout le monde. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, on a vraiment plusieurs points qui sont assez communs dans plusieurs sectes. Là, le sexe avec... que les chefs ont le droit de coucher avec tout le monde, hiérarchie absolue, des règles strictes, le manque de sommeil, l'argent, qui donnent tout leur argent, l'idée de transit vers une autre planète, ça revient aussi dans plusieurs sectes, la réincarnation de quelqu'un d'important, j'ai vu ça dans d'autres sectes aussi, puis une fin du monde, c'est la croyance entre une fin du monde proche, cette fois-ci à saveur écologique. On a tout le package. Ouais, on a vraiment le package. Parfait. Fait que là, ça allait bien. Écoute, là, à leur apogée, là, il y avait, à la fin des années 80, il y avait environ 500 membres, plusieurs endroits dans le monde. Ça allait bien, là, pour Joe puis Luc. Mais là, on rentre dans le déclin.
apparemment qu'il y avait juste la SQ au Québec qui ont comme fait de quoi pour le temple solaire, puis qui ont comme commencé à enquêter, là, même avant les meurtres et tout, là. Genre, des années avant, ils étaient comme « Hey, ce groupe-là, on devrait les surveiller », fait qu'ils avaient mis sous écoute, puis en fait, c'était considéré comme un mouvement terroriste par la SQ. Puis... terroriste, dans quel sens? Écoute, je sais pas. Okay. Ouais, considéré comme un... Fait qu'ils avaient mis sous écoute, puis ils surveillaient. Fait qu'à un moment donné, quand Luc Jouret puis DiMambro, ils étaient au Québec, ils ont essayé de se procurer des armes illicitement. Puis eux, ils étaient pas canadiens aussi, là, tu sais, c'est des... ouais, des Français. Des Français, Français puis Belges. Donc, finalement, ils se font condamner, ils se font prendre pour l'achat d'armes au Canada. Et là, ça a vraiment un gros effet, parce que là, tous les membres de la secte ailleurs, tu sais, dans le monde, ils voient ça dans les nouvelles, puis sont comme, hey, genre, ils se sont fait comme arrêter pour l'achat d'armes, genre, c'est non même bizarre. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui commence à se poser des questions, puis là, dans les années qui suivent, il y a beaucoup de monde qui quitte. OK. Vraiment beaucoup. Et c'est là que Joe DiMambro devient de plus en plus paranoïaque. Okay. Parce que là, il commence à avoir de la contestation au sein de la secte, il y en a qui quittent. Alors là, il commence vraiment à mettre de l'avant l'idée qu'il faut partir vers Sirius. Ah, OK. Et donc, pour faire ce voyage interstellaire, il faut se débarrasser de son corps. Et mourir. Mon Dieu. Et Joe, lui, là, il veut partir là, comme une légende, puis il veut entraîner tout le monde avec lui. Puis même les infidèles. Les infidèles? Ben, ceux qui ont quitté la secte ou qui contestent. Ah! OK. Alors là, on revient aux cadavres qui ont été découverts dans le placard au Québec. Là. Oui. C'était Suzanne Robinson et Antonio Dutoit. Dutoit, je t'ai dit, tantôt je te l'ai mentionné, c'est lui qui faisait les effets spéciaux. Fait que lui, il a commencé à vouloir partir de la secte, mais pour Joe, c'était dangereux parce que lui, il connaissait tous ses secrets d'effets spéciaux, puis c'était dangereux qu'il commence à le dire aux autres membres, tu sais. Ben oui. Et ça allait tout miner sa crédibilité. Alors c'est là qu'il a décidé de les assassiner. Ah oui, puis en plus... vraiment pas gentil. Ils ont eu un enfant sans son autorisation, parce qu'il fallait l'autorisation des chefs pour procréer. Okay. Donc, ils ont eu un enfant sans son autorisation. Le bébé. Ouais, le bébé. Ils l'ont appelé Emmanuel. Puis le nom de la fille prodigieuse de DiMambro, c'est Emmanuel. Oui. Fait que là, Dutoit, Suzanne et Antonio, ils ont appelé leur enfant Emmanuel, leur fils. Puis là, Joe, il était vraiment fâché qu'il ait repris genre le nom de son enfant prodige. Fait qu'il a décidé de les assassiner. Donc, il a envoyé 4 personnes au Canada pour accomplir ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité Suzanne et Antonio à souper. Puis, dans le fond, c'était juste un guet-apens. Puis, ils ont poignardé puis assassiné. Puis après ça, il y en a 2. Dans le fond, il y avait 4 assassins. Il y en a 2 qui sont partis tout de suite retourner en Suisse pour... être là à temps pour le départ vers Sirius avec le reste de la gang. Okay. Parce que ça se passait comme au même moment. Ah, d'où les feux simultanés. C'est ça. Puis là, il y en a 2 autres qui sont restés puis qui se sont suicidés. C'est eux qu'on a retrouvés sur le lit. Okay. Tout calme. Parce qu'eux, ils ont tué les Dutoit. Puis après ça, ils se sont suicidés. Puis ils ont mis les dispositifs. Puis les dispositifs étaient supposés être vraiment comme en même temps que ceux en Europe, en Suisse, pour que tout le monde parte en même temps, dans le fond. C'était ça le plan. C'est un beau plan. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, malheureusement. Ouais. Donc, c'est ça. Là, juste avant les incendies puis les suicides collectifs et / meurtres, ben là, lui, Luc a acheté des sacs de poubelle. Puis DiMambro, lui, il a envoyé plein de manifestes. Ben, enfin, il a écrit un manifeste, genre, de la secte. Puis il s'est arrangé comme pour le donner à quelqu'un puis dire, ben, distribue-le après ma mort. Okay. Fait que là, il a envoyé ce manifeste-là à des politiciens, à des personnalités publiques, à des autres membres de la secte qui étaient pas là. Donc, il faisait ça pendant ce temps-là. Et c'est ça, on a un témoignage, là. Il y a un gars qui aurait dû être la 54e victime cette soirée-là. Certain Thierry. Donc, lui, il s'est fait dire par Joe DiMambro, viens-t'en, Salvan, je vais te rembourser l'argent que je te dois. Parce que lui, il voulait comme partir, il était comme tanné. Hein? Fait qu'il se rend le 5 octobre pour ça. Puis là, il voit DiMambro, puis là, il avait l'air bizarre, puis il voulait pas y redonner son argent, finalement. Puis là, le Thierry était comme, ben, on va aller en dedans, on va aller chercher l'argent. Puis là, DiMambro était comme, ah, mais j'ai pas les clés. Il était comme, ok, mais on va appeler un serrurier. Puis il y a un serrurier qui vient, ils finissent par ouvrir, puis là, quand il est rentré, il a senti l'odeur d'essence. Oh! Puis il a fait, genre, il a écouté son instinct, puis il a laissé son camp. Ben oui. Ouais.
Fait que lui, il aurait dû mourir. Mais tu sais, lui, il voulait pas mourir. Là. Lui, il était pas là pour le suicide collectif, mais clairement, le plan de Dimambro, c'était de l'entraîner avec lui, tu sais. Mais Dimambro, il est mort, cette journée-là? Fait que dans le fond, Luc jouerait Dimambro, l'enfant Emmanuel, sont tous morts cette soirée-là. Cette journée-là. Ah, mon Dieu. Ouais. Donc là, tu te dis, mais là, ils sont tous morts, les chefs sont morts, comme, ça devrait être fini. Non? Mais non, je t'ai dit que c'était le premier massacre. Ah, mon Dieu, ok. Fait que là, il y a, on va aller voir d'autres mondes, un certain Jean Vuarnet, lui, il voit ça à la télévision, là, en 94, comme, puis il dit à sa femme puis son fils, il fait comme, « Hey, c'est pas, genre, vos amis qui habitaient là, genre, puis qui se sont suicidés, comme... » Fait que, puisque sa femme et son fils étaient des membres de la secte, mais ils sont pas décédés dans le premier massacre. Okay. Fait que là, lui, il réalise que sa femme était là-dedans, il capote, puis là, il fait promettre de plus jamais aller à des réunions de la secte, puis de vraiment quitter ça. Puis sa femme et son fils sont comme « Oui, c'est fini, c'est derrière nous. » Donc, c'est ça. Ben là, sa femme et son fils, ben en fait, ils continuaient à aller à leur rencontre secrète, à mettre leur petite cape, puis sortir leur petite épée. Et je pense qu'il s'en doutait parce que, tu sais, il était au courant, là, qu'il partait de temps en temps, genre sans prévenir, puis il revenait comme 2 jours plus tard, puis c'est comme, excusez, on a été comme appelés, puis non. Fait que là, il y a une journée où sa femme et son fils il revient à la maison, sa femme est pas là, elle a pas laissé de nouvelles, mais là, il s'inquiète pas trop au début parce qu'il s'est dit, ça arrive des fois, là, qu'ils font des petites réunions à l'improviste, puis qu'il revient comme après, tu sais. Mais là, le lendemain ou surlendemain, là, comme... donc c'est le 15 décembre 1995, donc c'est à peu près un an après le premier massacre. Cette fois-ci, c'est à Saint-Pierre-des-Chérènes, en France. On découvre 16 personnes, tous des membres de l'OTS, et on les retrouve dans une clairière. Leurs corps sont étendus en cercle. Et l'autopsie va révéler qu'ils ont pris des tranquillisants. Il y avait la tête recouverte d'un sac de poubelle, une balle dans la tête, et il y avait 13 adultes et 3 enfants. Oh, dont la femme et l'enfant. Ouais, dont la femme et le fils du monsieur, ouais. Ouais. Fait qu'il a perdu sa femme et son fils. Ben, un de ses fils, il y avait d'autres enfants, là, mais... Et aussi, les corps ont été brûlés aussi. Le classique OTS. Ouais. Donc, c'est ça, ce que les enquêteurs pensent, c'est que il y a eu les 14 premières victimes ont été tuées par balle, puis après ça, il y avait comme les 2 derniers qui se sont suicidés en se crissant dans le feu. En se tirant une balle. Ah! Ouais. OK. Ouais. Il faut peut-être de la volonté mentale. OK. Et là, puis là, après ce deuxième... Tu sais, on dirait qu'après le premier massacre, on n'a pas voulu chercher vraiment de coupables parce que les coupables étaient morts. Ouais. Mais là, après ce massacre-là, on veut un responsable. On veut comme accuser quelqu'un. Ah oui, c'est ça. Puis un truc, c'est qu'ils ont découvert... pourquoi les gens l'ont fait. Tu sais, dans le manifeste que Joe Dimambro il avait envoyé, là, avant sa mort, ben, il y avait comme des bouts où il disait « Il est pas trop tard pour venir nous rejoindre, ceux qui sont pas partis en même temps. » Fait qu'il encourageait comme les autres. Ouais, de venir nous rejoindre sur Sirius, tu sais. OK. Puis, donc, c'est ça, on cherche un coupable. Et il y a un autre membre qui était quand même important, là, qui était pas dans les chefs, mais quand même important, qui s'appelait Michel Tabachnik. Donc là, on le recherche en tabarouette à ce moment-là, parce qu'on comme... Il est pas mort. On a besoin d'explications, parce que sûrement que les gens qui se sont tués, là, ils ont eu de l'aide de l'extérieur. Ça va arriver encore. Ouais, puis ça risque d'arriver encore. Justement. Ah non. Je t'ai dit que ça finissait au Québec, ça commençait, ça finissait au Québec. Alors là, on est en 97, à Saint-Casimir. Là, c'est pas dans les Laurentides, c'est Port-Neuf. OK. Ouais. Là, il reste des membres connus de la secte qui habitent à Saint-Casimir. Donc, ils sont connus des policiers. Les policiers sont allés leur parler plusieurs fois. Ils ont essayé de raisonner avec eux, puis de leur faire promettre de pas commettre des actions graves. Mais, tu sais, fait qu'ils les gardaient un peu sous surveillance, mais en même temps, ils pouvaient pas avoir une autopatrouille 24 heures sur 24 devant la maison, là, tu sais. Fait qu'ils faisaient, comme, je pense, le mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là, vu que c'était pas un danger... tu sais, c'était pas clairement un danger... sur le coup, tu sais. Mais là, le 22... en mars 1997, le jeudi soir, il y a 5 adultes et 3 adolescents de 13, 14 et 16 ans. OK. Là, les adultes, ils mettent plusieurs dispositifs d'explosifs qui étaient supposés partir pendant la nuit, mais ça fonctionne pas. Puis, à un moment donné, il y a une des ados qui se réveille puis qui sent l'odeur de gaz,
puis qui va juste comme éteindre les bonbonnes, tu sais, qui va fermer les bonbonnes de gaz. Fait que là, ça a pas marché. Puis là, le lendemain, les 3 ados sont comme « What the fuck? » genre, nous, on veut pas mourir. Tu sais, au pire, faites vos affaires, genre, tuez-vous, mais nous, on veut pas mourir, c'est pas notre affaire, tu sais. Fait que là, les parents sont là « Ah oui, c'est bon, promis, on vous tuera pas. » La promesse qu'une mère fait à son enfant. Je te promets, je te tuerai pas. C'est tellement fucké, là. Oh mon Dieu. Là, le vendredi soir, ils remettent des dispositifs. Mais encore une fois, ça marche pas. Et que là, les enfants, là, les ados, là, ils sont comme « OK, là, gang, vous avez pas compris, là, nous, on veut pas mourir. » Et qu'ils finissent par convaincre les parents de les laisser en vie. Alors là, pour le samedi soir, les enfants vont coucher à l'extérieur de la maison. Je pense qu'il y avait comme un garage, je sais pas trop. Ils sont pas dans la maison. Et là, les parents, ils remettent le dispositif qui part encore une fois pas. Et là, c'est un des ados qui est allé le partir. Parce qu'il avait promis aux parents de le faire si ça marchait pas. Mais... Fait que là, ça a marché, puis les 5 adultes sont morts. Tout le monde est mort. Ouais. Hey, imagine les ados, là. Mais Mais pourquoi les adultes, ils allaient pas voir qu'est-ce qui fonctionnait pas, puis le déclenchaient pas? Je pense parce qu'ils se droguaient pour partir pour être sûr d'aller sur Sirius. Ouais, puis pas mourir dans d'atroces souffrances. Ah, mon Dieu. Ouais. Alors, ça, c'était le 3e massacre, ce qui marque la fin de la secte de l'Ordre du Temple solaire, qui a fait en tout 74 victimes. En 3 ans. Ouais. C'est beaucoup, là. 74, c'est genre plus que toutes les histoires en série qu'on a parlé jusqu'à date, là. Oh, je suis pas bien. Puis là, finalement, ils retrouvent Tabachnik, là. Ouais. Fait que là, ils ont essayé, tu sais, en France, là, de lui faire un procès. Mais finalement, il a été amené 2 fois devant la justice, mais on n'a jamais réussi à l'accuser. C'était comme impossible de prouver c'était quoi sa participation là-dedans. C'est juste comme le public avait besoin d'avoir un coupable, tu sais. Surtout que c'est des suicides collectifs. Fait... Ouais, mais en même temps, il y a eu des suicides, mais il y a eu des meurtres aussi. Fait que, tu sais, c'est... Puis je pense qu'on ne saura jamais qui s'est vraiment suicidé, qui comme le monsieur que sa femme et son fils, ils sont morts dans le 2e massacre, qui était comme, c'est sûr qu'ils se sont pas suicidés, tu sais, lui, il est convaincu, mais... C'est dur à savoir. Peut-être qu'effectivement, ils se sont rendus là en pensant que c'était juste une rencontre normale, puis ils se sont fait tuer, ou ils se rendaient vraiment là sachant qu'elle allait se suicider. On saura jamais. Déjà, le cas lui mentait. C'est ça. Oh mon Dieu. Ok, fait que là, il n'y a pas de coupable qui a été reconnu. Non, Tabachnik qui s'en est sorti, puis même, il y a... Je savais pas que ça existait. Le droit d'être oublié sur Google. Donc, si tu cherches Michel Tabachnik sur Google, il n'y a pas de lien avec le temple solaire qui va sortir. Hein? Ouais. Mais si tu cherches Michel Tabachnik et temple solaire, là, ça va marcher. Ouais. Mais si tu mets juste Michel Tabachnik, je l'ai testé tantôt, il n'y a rien de l'ordre T'es du temple solaire qui sort. Ouais. Le droit à l'oubli? Ouais. C'est Google qui... Ben, je pense que c'est une réglementation européenne, puis comme Google obéit, dans ce que j'ai compris. Ah, je savais pas que ça existait. Ouais, moi non plus. Je l'ai testé, j'étais comme... Hey, on apprend quelque chose. Ouais. Merci. C'est ça. Puis là, tu sais, dans mes recherches, à comme comprendre comment quelqu'un peut se suicider. Tu sais, il peut croire à ça, que genre, je vais me suicider puis je vais me retrouver sur Sirius avec les... comment tu fais pour choisir? Tu t'en vas où? Fait que là, j'ai trouvé des explications qui venaient du Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse de l'Université Laval. Fait que tu sais, il trouve 3 éléments fondamentaux qui rejoignent aussi ce qu'ils retrouvent dans les autres sectes, là, qui permettent de mettre en contexte puis de mettre en contexte les justifications que les gens se sont mis dans leur tête là, pour faire ça. Fait qu'il y avait le fait que les dirigeants faisaient la promotion de l'idée du transit, donc avec la croyance qu'il existe des maîtres qui résident dans l'étoile nommée Sirius et qui se sont donnés pour mission de guider l'humanité vers l'éveil spirituel. Donc c'est ça. Donc l'idée du transit qui est vraiment comme implantée, qui est vraiment forte, puis que les gens ils finissent vraiment par y croire, tu sais, que c'est pas la mort, c'est vraiment un transit. J'ai l'impression que c'est le comportement typique d'une personne qui atteint le fond du baril puis qui est comme ça peut pas être pire puis qui s'en va là puis c'est parce qu'ils ont besoin de croire à quelque chose. Ouais, peut-être. Ouais. Oh là là. Puis le deuxième, c'était la croyance en la réincarnation. Donc, tu sais, les adeptes, ce qui permet aux adeptes d'affirmer que leur esprit peut quitter leur corps terrestre et être réincarné sous une forme de vie spirituelle élevée et devenir eux-mêmes des maîtres ascensionnés. Fait que, ils croient vraiment que ça va être mieux. Puis finalement, le fait d'avoir un message apocalyptique à saveur écologique
qui cherche à convaincre les adeptes de la fin du monde imminente de la planète et du déclin inévitable de l'humanité. Donc, c'est ça. Ça fait que la combinaison des 3 éléments peut comme expliquer comment les gens ils se justifient ça dans leur tête. Mais tu sais, en tout cas, c'est tellement dur à imaginer. Tu sais, j'essaye de me mettre dans la peau de quelqu'un, mais si j'arrive pas, impossible. C'est impossible. C'est une mentalité qui est pas commune à la majorité des gens. C'est spécial, là. Ouais. Faut que tu sois perdu en tabarnouche. Ça me fait de la peine, là, d'entendre ça. Ouais. Je suis déboussolée. Vous, hein, c'est capoté comme histoire. Puis tu sais, ça c'est quand même... Il y a eu plusieurs parties au Québec, puis tu sais, on a comme oublié que ça s'était passé. Mais moi, je pense, je me rappelle quand j'avais genre 5 ans, quand le truc à Morin Heights est arrivé, mais il me semble que j'ai des souvenirs vagues de mes parents, genre, qui m'expliquent qu'est-ce qui se passe à la télé, puis genre, moi qui pose des questions. Ouais, j'ai genre un souvenir vague de ça. Ça passait aux nouvelles, là, c'était gros, c'est là. sûr. C'était gigantesque, là. C'est sûr. Et je demandais à mes parents s'ils s'en rappellent, tu sais. Ça a quand même marqué, là, les années 90. Ben, c'est sûr. 94 à 97. Ouais. Bon. C'est ça. C'était l'histoire du temple solaire. J'ai mal au cœur. Je sais plus quoi. Je bouge bée. Je sais pas quoi dire. On a besoin de se raconter des jokes après. Ouais, parce que c'est lourd en tabarouette. Oh là là. OK. Ben écoute, fait que, on commence bien l'année. Ben oui, c'est ça. Bonne année en passant. Bonne année! On commence 2021 en force. Ouais. Ben écoute, maintenant qu'on a survécu la fin du monde en 2020, je pouvais raconter une histoire de secte de fin du monde. Ah, c'est vrai. 2021, ça va aller mieux. Ah, je suis contente que tu t'aies raconté une histoire de secte. Ouais, moi aussi, ça fait changement des tueurs en série. Mais en même temps, c'est des psychopathes, ces deux gars-là, là, c'est, tu sais... Puis ils mentaient, ils savaient qu'ils mentaient, là. Ben oui. Tu sais, ils faisaient des fausses cérémonies, les effets, tu sais, c'est ça, là. Il faut que tu mettes de la lumière puis des petits bruits de gun en arrière de ton épée, là. Ouais. Oh boy. Ouais, en tout cas. Mais vous nous écrirez, vous nous direz qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de la secte. Ouais. Si vous aimez ça, qu'on change un peu de la rythmique de juste raconter l'histoire d'un tueur en série classique. Bien que c'est notre passion, on va quand même continuer. Ouais. Mais les sectes, c'est passionnant aussi, mais il y en a un peu moins que des tueurs en série, tu sais. Il n'y a pas tant que ça, là, des histoires de sectes. Il y en a moins, mais ils tuent plus de gens de la shot. Oui, mais c'est ça, 74 morts, là. En 3 ans. Ouais. Bon, ben écoute, merci pour cette belle histoire. On commence 2021 en force. Yes! Bonne année, puis... Ah oui, fait que écrivez-nous, mettez-nous des commentaires sur Instagram, sur Facebook, à notre Gmail, crimedebinpodcast@gmail.com. Envoyez-nous des crimes de potins, là. Des potins, on aime ça, des potins. On va vous les raconter la prochaine fois. Ouais. Dans des semaines. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, c'est toi. T'as-tu une idée déjà? J'hésite entre 2. Okay. Mais on dirait que ton histoire d'aujourd'hui m'a inspirée sur... ouais. Je vais pas en dire plus. Okay. J'ai pas... Ouais. Fait que pas tueur en série traditionnel, mettons? Non, pas ben, oui et non. En tout cas, je vais vraiment juste pas le dire. C'est parfait. Ouais. Voilà. Bon, ben, on se... Merci beaucoup. À la prochaine. Bye! Bye!